Bonsoir. Ministre du Travail et de la Sécurité sociale depuis décembre 2011. Auparavant, ministre délégué à la présidence, chargé des relations avec les assemblées. De 1997 à 2011, il est également secrétaire général du comité central. Secrétaire général adjoint du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, et ce, depuis 1992. On ne le dit pas assez. Avant d'occuper ses fonctions, Grégoire Oona, originaire de Ngomeza, dans la région du centre, avait d'abord été élu conseiller municipal à Douala en 1987. Ensuite, député à l'Assemblée nationale en 88, évidemment pour le compte de son parti, le RDPC, élu dans la région du littoral. Il y siège de 88 à 92 et il sert en tant que rapporteur général au sein de la commission des finances. Ses colistés lors de ces législatives de 88 sont Françoise Foning, de regrettée mémoire, Albert Zongan, Cyril Douala, Thomas Toboayoum. Homme pluridimensionnel, il est également vice-président du Comité national olympique et sportif du Cameroun, non moins ancien vice-président du Comité national des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les années 90. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, monsieur Dipita, et merci de m'avoir invité à votre émission. Nous sommes très honorés d'avoir accepté ce rendez-vous. Peut-être avant de rentrer dans les autres secteurs, commençons par vos fonctions en tant qu'autorité gouvernementale. Peut-on dire un mot sur la situation du travailleur camerounais au lendemain du 1er mai, la fête internationale du travail? Au lendemain du 1er mai, lorsque l'OIT célèbre le centenaire de sa création, je peux dire que la situation du travailleur camerounais a beaucoup évolué de façon positive et est globalement satisfaisante, mais il y a encore énormément de choses à faire pour que la situation du travailleur camerounais soit définitivement acceptée, parce que nous avons encore des entreprises qui ne respectent pas les règles du jeu. Il y en a qui recrutent des gens qui les payent moins que ce qu'il faut, ou alors qui les payent sans bulletin de paye, ou alors qui ne respectent pas les congés des travailleurs. Tout cela, l'inspection du travail essaie de débusquer ceux qui ne respectent pas les règles, et pour que les règles soient respectées. Mais la situation évolue très positivement, et je peux dire qu'aujourd'hui, le travailleur camerounais est dans la position où il peut et il doit faire valoir ses droits. Alors, dans ce chapelet de devoirs, ou alors vous l'avez dit, liste d'éléments à faire, quelle est la part de responsabilité du gouvernement? Peut-être par rapport aux exemples que vous avez pris, ces travailleurs qui n'ont pas toujours la totalité de leurs droits. La part du gouvernement, c'est que si le gouvernement est informé de ces situations et ne fait rien. Or, à ma connaissance, chaque fois que le gouvernement a été saisi à travers l'inspection du travail, le gouvernement a d'abord défendu les droits du travailleur, et le travailleur, généralement, finit par avoir gain de cause. Donc la part du gouvernement, la part de l'État, c'est de faire valoir les droits, donc veiller à ce que les textes en vigueur soient respectés et appliqués. Mais vous avez bien fait de demander la part du gouvernement, ça veut dire que les autres aussi ont leur part. Le travailleur, généralement, ne se plaint pas parce qu'il a peut-être peur de perdre le peu qu'il a déjà, et il ne sait pas que la loi le protège. Donc la part du travailleur, c'est d'être souvent complice du mal qu'il subit. Et évidemment, la grosse part de ces dysfonctionnements, c'est l'employeur qui, connaissant très bien la loi, veut faire du profit, oubliant que, bien que le Cameroun ait opté pour une économie libérale, le système
du président Paul Biya repose sur le libéralisme communautaire. Ça veut dire que nous devons pouvoir penser différemment. Ce n'est pas une économie libérale à outrance, le profit pour le profit, mais le profit doit reposer sur une certaine conception sociale de la société. Alors, Monsieur le ministre, à l'occasion justement de la fête internationale du travail, vous avez fait une sortie chez nos confrères de la CRTV, la télévision nationale, une sortie qui, vous en êtes certainement au courant, a créé une forte polémique autour, du moins sur les réseaux sociaux, disant qu'au Cameroun, on peut vivre avec 36 000 francs CFA, ce qui correspond plus ou moins au SMIC. Je vous soumets à l'exercice. Si votre salaire mensuel était de 36 000 francs CFA, comment le repartiriez-vous sur vos charges domestiques? Merci pour cet exercice auquel vous voulez me soumettre. Mais je dois vous dire que le SMIC, il faut d'abord qu'on parle de la même chose. Okay. De quoi s'agit-il quand on parle du SMIC? Le SMIC, c'est le salaire minimum interprofessionnel garanti dans une branche. Et comment se fixe ce SMIC? D'abord, il faut que ce soit clair que ce n'est pas le gouvernement qui fixe le SMIC. Le SMIC est constaté suite à des négociations qui ont lieu entre les organisations des travailleurs et les organisations des employeurs. C'est eux qui fixent le SMIC sur la base des potentialités que dégage l'entreprise. Et c'est pour ça que de plus en plus à travers le monde et au Cameroun aussi, vous verrez que les entreprises bien structurées vont publier leur bilan, vont publier leurs bénéfices. Celles qui vont à la bourse, on connaît bien leurs chiffres. Et c'est à ça que nous exerçons les entreprises, c'est plus de transparence. Vous verrez que de plus en plus, il y a un représentant des travailleurs qui va siéger au sein du conseil d'administration. Ça veut dire que les choses ne sont plus cachées. Les travailleurs connaissent les problèmes de l'entreprise. Les travailleurs connaissent les résultats de l'entreprise. Et moi, j'aime bien dire aux entrepreneurs, si vous gagnez de l'argent, c'est normal parce que vous n'investissez pas pour perdre, vous investissez pour gagner. Mais si vous gagnez de l'argent, il est normal que les travailleurs aussi en profitent parce que c'est grâce aux travailleurs que l'entreprise gagne de l'argent. Donc, c'est des négociations qui sont menées entre les associations d'entrepreneurs et les associations de travailleurs. L'État joue le rôle de modérateur. Une fois qu'ils se sont entendus, le montant minimum est rendu public. Je parle bien du montant minimum. Ça ne veut pas dire que les entreprises doivent payer 36 000, mais ils ne peuvent pas aller en dessous de 36 000. C'est de ça qu'il s'agit. Et d'ailleurs, à ce sujet, je voudrais me permettre, malgré l'exercice auquel vous me soumettez, je ne vais pas me mettre à faire le budget de ceux qui gagnent ce montant à leur place, parce que je sais que c'est déjà très difficile pour eux de s'en sortir, mais c'est le montant minimum. Et moi, je peux vous dire, je parcours des entreprises. Aucune entreprise aujourd'hui, je vous mets au défi de me montrer les entreprises qui font gagner 36 000. Je ne veux pas faire cet exercice parce que d'ailleurs, j'ai entendu au courant de la semaine une de vos animatrices qui disait que, un commentaire en direct qui disait que moi je prends mon petit déjeuner à 36 000. Je ne sais pas où je le prends à 36 000 parce que même dans l'hôtel... Ça fait partie certainement de la rigolade ambiante. Ça fait partie de tous ces commentaires. Mais comme je l'ai vu dans votre télévision, je vous taquine pour vous dire quand même qu'il ne faut pas qu'on exagère aussi. Si je dis ça, d'abord parce que c'est ce qui a été fixé, et je vous dis qu'il n'y a pas des entreprises qui payent cela. Comment ça s'est passé? Il est peut-être important que vous sachiez aussi. Les entreprises, les associations d'entreprises se sont mises autour d'une table, mais on s'est heurté
à un phénomène qui voulait que les entreprises d'un groupe du secteur tertiaire en particulier, du secteur secondaire, qui voulaient fixer le SMIC à 60 000. Et encore que moi, je vous dirais que du point de vue du gouvernement, ce montant de 60 000 n'aurait pas été très satisfaisant, mais c'était déjà ça. Mais les entreprises du secteur primaire, les entreprises agricoles, agro-pastorales, ne pouvaient pas aller au-delà des 37 000 qui ont été fixés. Et on ne pouvait pas fixer le SMIC à deux niveaux, deux SMIC au sein d'un même pays. On a fixé donc ce SMIC qui est celui que vous avez évoqué, qui a été donc rendu public par les textes du gouvernement. Et actuellement, je dois vous dire que on a déjà lancé l'appel aux associations professionnelles des employeurs pour que le SMIC soit revu à la hausse. Donc, les travaux sont déjà, l'idée est déjà lancée, mais tout cela, il faut bien le comprendre, reste attaché au niveau de l'économie du pays. Je vous dis, c'est sur la base de ce que les entreprises peuvent faire, c'est sur la base de la transparence qu'on demande aux entreprises d'apporter que nous discutons du niveau du SMIC à adopter. Dans votre discours, vous êtes particulièrement attardé sur la situation des travailleurs domestiques, gardiens, femmes de ménage, pour interpeller ce secteur-là. Oui, j'ai effectivement interpellé ce secteur parce que c'est là que nous sommes rendus compte que dans ce secteur des travailleurs domestiques, ils sont très lésés. La plupart d'entre eux sont payés sans bulletin de paye. La plupart d'entre eux sont payés quand ça plaît à leur patron d'être payé. Alors nous avons commencé par faire un certain nombre d'outils. Aujourd'hui, à la CNPS, le travailleur peut s'inscrire, peut donc se déclarer derrière un écran, mais faut-il encore qu'il veuille se déclarer? Je vous ai dit qu'il y a la peur de perdre l'emploi qui anime certains travailleurs. Mais nous faisons le devoir de les protéger. Ça, c'est le devoir de l'État. Et nous espérons que les travailleurs qui sont lésés vont non seulement se déclarer leur employeur, mais qu'ils vont véritablement ils vont sortir de cette peur pour que les choses se normalisent. La plupart des hauts cadres de ce pays utilisent un jardinier, un cuisinier, un garçon de course, un chauffeur, mais on se rend compte qu'aucun n'est déclaré ni à la CNPS, encore moins aux impôts. Or, c'est des travailleurs comme tout le monde, c'est-à-dire que le jour où ils vont à la retraite, parce qu'ils prendront un jour leur retraite, ils doivent bénéficier d'une pension de retraite. Le jour où ils ont un accident de travail, ils doivent pouvoir bénéficier des dédommagements nécessaires. Et puis un jour, il peut leur arriver un accident, je ne le leur souhaite pas, il peut leur arriver un accident qui les empêche de continuer de travailler, ils devront bénéficier d'une pension conséquente. C'est un monde qui représente un nombre très important de travailleurs et auquel nous allons nous intéresser davantage. Non pas qu'on ne s'y est pas intéressé, mais nous avons procédé par la prévention. Nous en parlons beaucoup depuis 3-4 ans pour que les gens acceptent et comprennent le bien fondé de se mettre véritablement en conformité avec la loi. Bon, ces travailleurs domestiques, on s'est rendu aussi compte que parmi eux, c'est très informel. Il y en a qui sont des parents, il y en a qui font partie de la famille, mais il faut que tout cela se régularise parce que c'est chacun d'entre nous qui a droit au travail. Donc, le budget que vous me proposez de faire, je ne le ferai pas, mais, et ce n'est pas pour rigoler, je voudrais
qu'on me montre la personne qui n'a pas pu, qui avait 36 000 et qui n'a pas pu s'en sortir au Cameroun. Les Camerounais arrivent à s'en sortir, mais ce n'est pas pour cela que nous devons penser qu'ils sont satisfaits de ce SMIC. Nous ne le pensons pas du tout. Les Camerounais, vous savez, sont très entreprenants. Quelques-uns gagnent un salaire, mais trouvent le temps de faire d'autres choses, de faire un peu d'agriculture, de faire d'autres choses pour arrondir les fins de mois. Mais nous n'avons jamais dit que 36 000, c'est bien, c'est suffisant, non. Mais on me pose la question, est-ce qu'on peut vivre avec 36 000? J'ai dit, on peut vivre, mais on ne vit pas bien. D'accord. On va certainement revenir tout au long de l'échange sur la situation de la crise sociopolitique, mais je vous interpelle là-dessus, toujours dans votre rôle du ministre du Travail. Est-ce qu'on peut avoir un aperçu, puisque nous sommes à l'ère également de la guerre des chiffres, entre Human Rights Watch, International Crisis Group, qui parle des travailleurs ou alors des secteurs d'activité qui sont grandement marqués par ce qui se passe dans les régions du nord-ouest, sud-ouest. À votre niveau, quel est l'impact au sein même de l'entreprise? L'impact est très important de ce qui se passe dans le sud-ouest et le nord-ouest. Là, on parlera d'un impact qui est assez plutôt négatif. Pourquoi? Parce que ces entreprises implantées ont été véritablement atteintes. D'abord, vous verrez aujourd'hui qu'il y a des plantations qui se sont vidées de leurs ouvriers. Les entreprises ont continué de payer les salaires à ces ouvriers parce que s'ils ne vont pas au travail, ce n'est pas de leur fait. Mais ça ne peut pas durer trop longtemps. Donc, l'impact est très important sur les entreprises. Dans les entreprises du secteur industriel ou agro-pastoral, vous avez des usines qui ont été saccagées. Vous avez, même dans la communication, vous avez des entreprises de télécommunications qui se sont vues des investissements saccagés dans le style des pylônes dans la communication, dont les dégâts sont très, très importants. Et ça ne doit pas durer longtemps. La sonnette d'alarme a été tirée. Le président Biya a attiré l'attention et a donné des instructions au ministre du secteur économique pour qu'il se penche là-dessus. Des solutions sont en train d'être élaborées pour essayer de voir comment on peut aider ces entreprises à ne pas vraiment mourir parce qu'elles sont encore vivantes, elles travaillent, elles font d'énormes sacrifices. Mais aussi, au-delà de ces instructions, il y a un travail qui est fait par le gouvernement pour amener la sérénité, le calme et la paix. Concrètement, est-ce que ces entreprises en ce moment sont appuyées par le gouvernement? Appuyées, non, elles sont appuyées. Je peux dire oui et non, appuyées parce que de toute façon, il y a tous ces aspects sécuritaires qui coûtent un prix énorme au gouvernement, qu'il ne faut donc pas négliger. Rien que ces aspects sont déjà un appui très significatif. Mais un appui d'apporter de l'argent, non, pour le moment, on n'en est pas là et le gouvernement n'a de l'argent qu'à travers les richesses du pays, c'est-à-dire à travers les entreprises. Sur le plan politique, et davantage, puisqu'on évolue, au niveau du RDPC, même si nous, de loin, à travers nos caméras, on a un aperçu qui ne donne peut-être pas forcément le pôle de l'intérieur, je vais me permettre cette question. Comment va le RDPC aujourd'hui, en cette veille, au lendemain de l'élection présidentielle d'octobre 2018 et en cette veille d'un calendrier électoral aussi chargé que les élections locales? Je voudrais vous dire très simplement et très franchement que le RDPC se porte bien malgré les soucis qu'il a du climat qui se passe en particulier dans le nord-ouest et le sud-ouest et les quelques soubresauts qui sont revenus à l'extrême nord qui nous préoccupent. Mais sinon, en tant que parti politique et face aux élections que vous évoquez et après l'élection présidentielle, le RDPC se porte bien. Déjà, nous avons
eu un résultat qui nous a satisfait, puisque le candidat que portait le RDPC a remporté les élections avec 71%. Nous en sommes donc très satisfaits. Et aussitôt, le président national du parti a ordonné qu'on se remette au travail pour préparer l'avenir. Et vous avez vu ces derniers temps le vice-premier ministre, notre secrétaire général Jean Kouété, parcourir le pays pour remobiliser les troupes. Vous avez vu notre académie de formation se mettre en branle pour faire un renforcement des capacités de nos responsables, et cela en prévision des prochains combats. Nous sommes donc au travail. Nous nous préparons à toutes ces échéances parce qu'il n'y a pas de petite échéance. L'élection majeure qu'est l'élection présidentielle s'est bien passée. Il est bon que nous confirmions ces résultats lors des futures élections. Mais justement, en tant que parti majoritaire au Parlement, dans les deux chambres, donc parti gouvernemental, le RDPC se sent-il l'entière responsabilité de la situation actuelle de notre pays? Vous vous dites, ça fait 37 ans que nous assurons les affaires publiques, et si le Cameroun est en croissance aujourd'hui, c'est de notre fait. En même temps, si le Cameroun est en difficulté, c'est également de notre fait. Oui, nous sommes responsables de ce qui peut se passer par les positions que nous occupons. Et c'est pour ça que les institutions de la République n'ont jamais été particulièrement tendres face aux manquements des militants du RDPC. Lorsque les militants du RDPC, à quelque niveau que ce soit, ont eu des manquements, ils ont été sanctionnés sans qu'ils aient des traitements particulièrement favorables. Nous sommes aux affaires, nous en assumons toute la responsabilité. On ne peut pas croire que nous soyons aux affaires et que c'est les autres qui soient responsables de ce qui se passe, mais d'autres personnes sont probablement la cause de ce qui se passe, mais nous avons le devoir de redresser les choses. N'empêche que beaucoup, d'ailleurs, au sein de votre parti, dénoncent cette démocratie interne remplacée par un militantisme de couloir, tout au moins en termes de promotion, de choix des candidats aux différentes élections. Beaucoup, peut-être des militants qui disent qu'ils mouillent le maillot, ne se sentent pas toujours récompensés. Oui, j'ai aussi entendu ça, mais bon, moi je voudrais rester, je ne veux pas entrer dans des polémiques qui me semblent inutiles ou qui n'apportent vraiment rien au débat. Le RDPC a des règles, le RDPC a des institutions à l'intérieur, il y a un congrès, il y a un comité central, il y a un bureau politique, il y a un président national, il y a un certain nombre de paliers, un secrétariat général. Chacun fait son travail conformément au texte. Bon, maintenant, vous aurez toujours des gens. Nous ne sommes pas au paradis. Hein. Si vous voulez le paradis, il faut d'abord mourir. Et devant Dieu, vous lui direz ce que vous voulez. Mais évidemment que le RDPC n'est pas prêt à mourir. Nous sommes des hommes. Il y a peut-être eu quelquefois des manquements ou des erreurs, mais les règles sont claires au RDPC et on travaille conformément à ces règles. Au moment des élections... Je ne sais pas si des gens ont mouillé le maillot, ils espéraient ceci ou cela. Je crois qu'il faut venir en politique pour servir. Si vous faites trop de calculs, il y a beaucoup de chances pour que vos calculs soient faussés. Parce qu'il y a tellement de paramètres que vous ne maîtrisez pas. Je crois qu'il faut venir pour être au service. Et si vous êtes au service, et si vous avez un plus, ce sera tant mieux. Au moment des élections de mars 92, et là vous m'en excuserez et vous me corrigerez si je me trompe, vous aviez dit que le problème du RDPC réside
dans la victoire par une trop grande marge. On nous prend pour des tricheurs. Vous le redirez aujourd'hui? Écoutez, notre victoire reste toujours très large. Et vous avez vu comment les gens se sont levés plusieurs mois même après les élections pour dire qu'on a triché. Donc ce n'est pas moi qui vais le dire aujourd'hui, ça se dit aujourd'hui. Cette majorité obèse ne vous étouffe pas? Ah ben c'est le mot que vous vouliez éviter et que vous avez finalement sorti, majorité obèse. Non, je crois que... Est-ce que dans une démocratie qui se veut moderne, si démocratie non moderne existe, est-ce qu'on peut dire qu'une majorité à 71% par exemple l'élection présidentielle ou alors à plus des 3/4 de l'Assemblée nationale du Parlement n'est pas une démocratie, une situation inconfortable pour le parti vainqueur de ces statistiques-là? Je ne suis pas sûr que je sois la personne qui puisse répondre à cette question. Il faut peut-être poser cette question aux électeurs qui vont dans les isoloirs et qui passent dans l'urne. Parce que lorsque l'électeur choisit son bulletin de vote, vous ne savez pas qui il va choisir. Mais s'il s'avère que la grande majorité a choisi les candidats du RDPC ou le RDPC, vous ne pouvez pas l'en empêcher. On est au décompte des voix et je dis, c'est malheureusement ça la vérité ou alors c'est heureusement ça la vérité. Nous ne pouvons pas refuser ou alors j'ai vu certains qui viennent nous dire mais vous ne pouvez pas laisser telle mairie à un autre parti, vous ne pouvez... Non. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de nous si nous commençons à faire des accords de cette nature-là? La démocratie veut qu'on tienne un discours, qu'on propose aux électeurs un projet. Si les électeurs adhèrent, ils adhèrent. S'ils n'adhèrent pas, ils n'adhéreront pas. Donc, il s'est créé des partis. Vous avez vu vous-même au Cameroun. Il s'est créé des partis, il s'en crée encore. Les résultats sont là. Lors de la formation du gouvernement Joseph John Ngoutté en début d'année, le président de la République a nommé Maître Jean de Dieu Momo comme ministre délégué auprès du ministre de la Justice, garde des Sceaux. Vous y voyez une récompense à l'égard du président du PADEC qui, à l'ultime minute, a donné son soutien et a appelé ses militants à voter le président national du RDPC? Je ne peux pas appeler ça récompense. C'est une conséquence d'une démarche d'un parti politique qui a accepté de défendre la cause du RDPC. Ça ne peut pas être une récompense, c'est un engagement qui s'est vu à travers une campagne électorale, qui s'est vu à travers des prises de position qui nous étaient favorables ou qui rejoignaient les nôtres. À partir de ce moment-là, avec qui voulez-vous qu'on partage la gestion des affaires? On ne peut la partager en priorité qu'avec des gens qui partagent la vision que le président Biya a insufflée. On ne peut la partager qu'avec des gens qui sont proches de notre façon de voir et probablement de notre façon de faire. Politiquement, qu'apporte Jean de Dieu Momo, président national du RDPC? Mais politiquement, il apporte déjà son discours. Politiquement, il apporte ses troupes. Politiquement, c'est un Camerounais comme un autre qui a des capacités de faire le travail que le président lui a confié. Maintenant, si le président s'est trompé, on verra le maçon au pied du mur. Mais politiquement, il apporte beaucoup de choses. C'est une forme de cheval de Troie que le président s'est choisi pour peut-être mettre à mal le MRC, donc le candidat est passé deuxième à l'élection présidentielle et qui a su entre-temps quand même implanter un certain nombre de sections et sous-sections à travers le pays. Est-ce que Jean de Dieu Momo n'est pas celui qui, en termes de posture politique, la stratégie anti-MRC? Si vous estimez que c'est la meilleure
le meilleur cheval pour combattre le MRC. Je n'estime pas, je pose la question. Non, moi j'estime que c'est un Camerounais qui a montré son engagement. Et on n'avait pas besoin spécialement de combattre le MRC puisque nous l'avions déjà battu à l'élection. Et le score a été sans appel et très clair. Bon, c'est un nouveau parti qui émergeait, il faut le reconnaître, qui a peut-être mis moins de temps à émerger que d'autres qui ont été créés avant lui, puisqu'il a dépassé les 14%. Donc, c'était à lui de gérer son émergence. Ce n'est pas à nous de gérer, mais ce n'est pas... Vous voyez bien que tous les autres partis réunis valent plus que lui. Pourquoi est-ce qu'on s'en prendrait spécialement au MRC? Il n'y a aucune raison. Et l'histoire devrait vous faire arriver à la conclusion que ce candidat n'est pas celui qui aurait été le plus dangereux pour nous pour l'avenir. Je ne veux pas m'étaler sur ses erreurs, je ne veux pas m'étaler sur tout ce qu'il a fait. Mais quelle erreur auriez-vous observé? Non, je n'en parlerai pas du tout parce que je compte m'en servir pour l'avenir. Alors, l'une des autres questions qui, à la limite, s'impose, désormais dans le quotidien des Camerounais, la question du repli identitaire. Comment vous l'abordez au sein du RDPC? Bon, d'abord, j'ai effectivement moi-même malheureusement constaté qu'il y avait un certain repli identitaire que j'ai dénoncé. Ça commence par toutes ces associations du village, ça a embrayé sur les tontines, ça se prolonge sur les fêtes de ministres qui vont fêter au village. J'ai dénoncé, je le dénonce encore. Nous devons épouser les choix qui ont été faits et que je trouve bons, les choix que le président Biya a fait, ceux de la République. Nous devons être des républicains et nous devons construire un pays. C'est vrai que nous sommes nés quelque part. Et quand vous rappelez que je suis né en Ngom-Diab, je suis bien né en Ngom-Diab, mais ça n'a pas empêché que je puisse être conseiller municipal à Douala 3e. Ça n'a pas empêché que je puisse plus tard devenir député dans l'Ovouri. Et pour montrer l'exemple, vous n'irez plus, par exemple, fêter vos célébrations au village? Mais je n'en ai jamais. Écoutez, je n'en ai jamais fêté au village. Donc je vous dis tout de suite que je ne me sens pas très concerné. Mais vous passerez le mot à vos collègues du gouvernement. Je l'ai dénoncé. Je ne suis pas sûr qu'ils m'écouteraient, mais je dis que ces replis identitaires sont à dénoncer quand on voudrait construire un État, quand on voudrait construire une république. C'est l'option qui a été prise. On est né certes dans un village, mais à partir d'un certain moment, on appartient à une république. Lors des débats en octobre dernier au sein du Conseil constitutionnel, évidemment, les débats post-électoraux, on vous a vu revenir, après votre première prise de parole, vous avez d'ailleurs fait remarquer assez amèrement que l'une des parties en présence avait fait venir au sein de cette instance le mot Bamileke Beti, ces deux entités. Mais on vous a vu revenir, courser, prendre le micro pour dénoncer des menaces qui vous auraient été proférées en coulisses. Que s'est-il passé? Je ne suis pas sûr que je devrais ramener ce débat parce que... L'opinion veut certainement savoir. Ça s'est passé publiquement, il y avait des témoins sur les propos que M. Maurice Kamto avait proférés à mon endroit. Mais je crois que nous sommes dans une phase où il faut calmer le jeu et ce n'est pas nécessaire, je crois. J'imagine qu'il a regretté ces propos qu'il a tenus. Bon, s'il ne les a pas regrettés, il va certainement les ressortir. Donc, je préfère ne pas entrer dans ces détails. Et si vous permettez, je crois qu'il faut apaiser et non envenimer. Nous pensons que
Et je l'ai dit tout à l'heure, l'OMRC, son président, ont fait suffisamment d'erreurs et suffisamment mal au Cameroun. Il faut aujourd'hui apaiser pour que le Cameroun retrouve toute sa sérénité. Entre la proclamation des résultats de cette élection et ce jour, quelle analyse faites-vous? Analyse froide, je veux dire, de la situation politique de notre pays aujourd'hui. La situation froide que je pourrais faire découle du constat, c'est que nous sommes dans une phase où nous regrettons tous ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest et qui nous empoisonne un peu le climat politique parce qu'il faut que ça se calme. Politiquement, un mort, c'est un mort de trop. Et là, j'ai eu un chef au secrétariat général, le regretté Joseph Charles Doumbia, qui nous disait quand il y a un mort, ça veut dire qu'il y a un certain échec, il ne faut pas que le sang coule. Alors dès lors qu'il y a le sang qui a coulé, nous devons nous remettre en question. Pourquoi le sang a coulé? Quels sont ceux qui continuent de faire couler le sang malgré tous les appels que le président Biya a lancés, malgré toute cette main tendue? Il y en a qui continuent de penser que le sang doit couler et il ne faudra pas qu'on arrive à la méthode forte que nous ne souhaitons pas tous, parce que moi j'ai quand même l'impression que si on doit aller jusqu'à la guerre civile, ce serait dramatique. Ce serait dramatique pour le Cameroun. Donc le climat politique est empoisonné par ce qui se passe là, mais le pays n'est pas arrêté, le pays continue de tourner, le pays est debout, mais nous ne pouvons pas négliger ce qui se passe parce que quand une seule partie d'un corps est malade, le corps en souffre. Y a-t-il risque de guerre civile? Vous y percevez des éléments d'alerte? Disons que nous avons quand même, nous avons une armée et des forces de maintien de l'ordre qui sont assez professionnelles, qui ont réussi jusque-là à contrôler des choses. Nous avons des politiciens, les hauts responsables du pays qui n'ont pas la mauvaise idée de la destruction. Donc je pense que les risques s'amenuisent. Les gens travaillent, peut-être qu'on ne sait toujours pas ce qu'ils font, mais le gouvernement est très mobilisé pour qu'on retrouve la paix. Et ce n'est pas une affaire seulement du gouvernement. Au-delà de ce que le gouvernement fait, il y a des participants de la société civile, il y a des participants d'autres partis politiques qui se mobilisent, qui veulent faire des actions. Vous avez vu tout ce que les religieux ont essayé de faire, vous avez les partis politiques qui font des propositions. Probablement qu'on n'a pas encore trouvé le bon chemin. Mais dès lors que les gens sont à la recherche du bon chemin, à la recherche de la bonne solution, je crois qu'on va trouver la bonne solution et le bon chemin. Maurice Kamto et compagnie en prison, les manifestations et réunions publiques interdites, Cabral Libye, troisième à l'élection présidentielle de 2018, interdit de se déployer, son parti politique non légalisé. Vous n'avez pas le sentiment que notre démocratie fait quelques pas en arrière? Non, je ne crois pas que la démocratie fasse des pas en arrière. Il faut d'abord se demander, une démocratie, comment ça fonctionne? Une démocratie, c'est d'abord le respect des règles. Ça, c'est la première chose. Une démocratie, c'est le respect des règles. Allez voir dans les pays que vous citez ici en exemple, c'est les règles. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a 2 semaines, c'était 300 interpellations à une manifestation en France. 300, vous avez atteint ça où? Mais justement, l'une des règles, c'est... Les règles sont claires, il faut les respecter. C'est de citer, des manifestations. Mais les manifestations sont réglementées. Alors, dès lors que nous sommes en dehors de ces règlements,
on a piétiné la règle. En ce qui règle. concerne l'opposition, c'est systématique. Non, c'est pas systématique. Je ne vais pas revenir sur ce débat parce qu'on a eu l'occasion de le dire en d'autres occasions. Même les manifestations du RDPC ont été interdites et nous n'avons pas fait beaucoup de bruit parce que nous avons encaissé. Mais il ne faut pas croire que c'est systématique pour les autres. Nous sommes dans une période dont nous venons de parler, qui est une période très difficile. Nous ne pouvons pas... C'est ceux qui apprécient le risque de désordre ou le risque de danger. Il y a des gens qui sont payés pour ça, qui sont les autorités administratives. Laissez-les faire leur travail. Ils apprécient et prennent les décisions. Alors, au cours des derniers mois, notamment en janvier, on a pu voir effectivement que en Europe, notamment en France et en Allemagne, les ambassades du Cameroun ont été saccagées par un certain nombre de manifestants. À ce jour, est-ce que le Cameroun a-t-il porté plainte contre ces inconnus-là? Le Cameroun doit se défendre. Et le Cameroun empruntera toutes les voies de droit qui s'imposent. Et je suppose que tout cela pourra être rendu public le moment venu, dès qu'il y aura des résultats, parce que nous avons été quand même attaqués à des endroits stratégiques. Nos ambassades sont nos représentations dans les pays où elles se situent, et c'était quelque chose à condamner, de la même façon que nous condamnons la violence sous toutes les formes et d'où qu'elles viennent. Donc il n'est pas normal qu'on puisse laisser passer cela. Il faut que ceux qui seront reconnus responsables de tout cela soient punis. Je veux bien que vous citiez, vous êtes revenu sur M. Kamto plusieurs fois depuis le début de l'émission. Je vois que ça vous préoccupe beaucoup, ça préoccupe beaucoup la presse, d'accord, mais regardez ce que M. Kamto a fait aussi. Ne voyez pas seulement qu'il a été arrêté, parce que son arrêt est une conséquence de certaines choses qui ont été faites. Parlez aussi de celles-là. Et la démocratie commence par le respect des règles établies. Lorsqu'une règle n'est pas bonne, parce que ça peut arriver qu'une règle ne soit pas bonne, on commence par la dénoncer et on entreprend toutes les voies et moyens pour que cette règle soit changée. Et vous dites donc que le choix du hold-up électoral, c'est contester et se mettre en marge des libertés et s'exposer à la justice. Le choix de contester la décision du Conseil constitutionnel? Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas parce qu'il a contesté. Ce n'est pas parce qu'il a contesté. Moi, je suis dans votre télévision, là, je peux dire tout ce que je veux. Les Camerounais vont m'entendre, ils sont en train de me regarder, de m'écouter. Est-ce que c'est ce que M. Kamto a fait? Il est venu contester pour que les Camerounais l'entendent. Il est allé dans les réseaux sociaux pour que les Camerounais... Hein? Alors, c'est une affaire qui est en justice. Okay. Épargnez-moi de me rappeler, je ne sais pas si c'est la 10e ou la 20e fois que vous revenez là-dessus. Il répondra de ses actes. Il est assez mature. Le protocole, il y a quelques questions essentiellement consacrées à lui, parce que c'est quand même la deuxième personnalité. Mais non, ce n'est pas la deuxième personnalité. Non, je voudrais dire que c'est quand même le deuxième à l'issue de l'élection présidentielle. Il était peut-être deuxième, voilà. Mais il n'est même pas encore... On ne peut même pas encore dire qu'il est le leader de la majorité. Ce qui n'est pas moindre être deuxième à l'élection présidentielle. Mais il y aura toujours un deuxième, mais à quel score, hein? Cela dit, entre autres, hein, vous savez qu'évidemment dans toutes ces procédures, il y a des initiatives judiciaires qui sont contestées. Je voudrais citer l'une d'entre elles. Le 26 janvier dernier, chez Albert Zongrand, lorsque Maurice Kamto et ses amis ont été interpellés là-bas, entre autres personnes arrêtées, la dame de ménage d'Albert Zongrand. Je veux dire, cela ne pose pas problème dans la compréhension
Ben, vous voulez m'emmener à entrer dans des détails, d'abord que je ne connais pas du tout. Vous m'apprenez que la femme de ménage a été arrêtée, mais les enquêteurs font leur travail. Est-ce qu'on peut leur laisser le soin de faire leur travail? Je crois que les informations, on va les chercher là où on pense qu'on peut les trouver. Et si les gens, il est démontré dans les enquêtes que les gens sont innocents, je pense qu'ils seront relaxés, tout simplement. Maître Dupond-Moretti demande une rencontre entre son client et le président Biya. N'est-ce pas une plage ouverte? Mais ça s'appelle de la communication politique. Il est venu faire un peu du bruit, un peu de communication politique. Ça n'a aucun intérêt. Si maintenant, tous ceux qui ont des ennuis avec le monde judiciaire doivent aller voir Monsieur Paul Biya, c'est vrai qu'il est le premier magistrat, comme on dit, mais je crois que arrêtez de nous balancer ce qui a lieu c'est de la communication politique qu'il est venu faire. Sur un plan purement électoral, cette année, en principe, le Cameroun devrait avoir les élections régionales, les municipales et les législatives. Selon vous, le président de la République respectera-t-il un ordre précis? D'aucuns pensent que le schéma le plus probable serait d'organiser d'abord les élections régionales et puis après les municipales et les législatives. Non, je crois qu'on ne va pas faire de la politique fiction. Okay. On ne va pas faire de la politique fiction. Vous savez que dans ces 3 élections, il y en a une qui ne s'est jamais tenue. Donc, elle se tiendra au moment le plus opportun par les instances qui doivent juger de cette opportunité. Parmi les 2 élections, il y en a une qui peut encore être renvoyée, il y en a une qui ne sera peut-être plus renvoyée. Donc, il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Et permettez-moi de vous dire que nous, au RDPC, nous travaillons comme si l'élection peut avoir lieu demain. Donc on pense que l'organisation des régionales avant les municipales, par exemple, serait une forme d'entourloupe politique, sachant effectivement que les conseillers municipaux actuels sont en fin de mandat. Oui, mais ils pensent ça, ils pensent aussi qu'ils nous seront favorables parce que nos conseillers sont les plus nombreux. Mais je voudrais tout simplement leur dire que nous avons perdu les élections dans une région où nous avons un nombre de conseillers plus important que notre concurrent. Mais nous avons perdu parce qu'il y a des conseillers du RDPC qui apparemment ont voté l'adversaire. N'ont pas respecté la discipline du parti. Donc ça peut arriver. Donc moi je vais leur répondre tout simplement que nous on travaille et on prépare les élections, j'ai dit, comme si elles peuvent arriver demain matin parce qu'elles peuvent arriver et on ira aux élections. Quand on regarde les difficultés avec lesquelles les présidentielles ont été organisées dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, peut-on penser véritablement qu'aujourd'hui, des élections un peu plus larges qui mettraient en branle plus de candidats dans les différentes circonscriptions électorales, les organiser serait-il véritablement possible en l'état actuel de la situation? Ben, vous ne savez pas si elles vont être organisées demain matin ou dans 2 mois ou dans 3 mois. Et vous ne savez pas ce qui va se passer dans les 2 prochains mois, dans les 3 mois qui viennent. Ensuite, parler des difficultés qu'on a eues à... C'est vrai, c'est les électeurs en fait qui ont eu du mal parfois à se déplacer dans certaines zones. Mais l'organisation des élections par ELECAM a été, à notre humble avis, ils ont fait leur boulot. Parlons donc de cette crise en elle-même. N'avez-vous pas le sentiment qu'on paye un peu les retards qui semblent être congénitaux dans la mise en œuvre des lois que nous adoptons? En l'occurrence ici, la Constitution de 1996 qui prévoyait la décentralisation. Vous ne vous dites pas si maximum en 2000, cette décentralisation avait été implémentée, le mal aurait été moindre, les revendications n'auraient peut-être pas pris l'ampleur d'aujourd'hui? Justement, moi, je ne voulais pas qu'on fasse de la fiction.
face à une situation qui est assez grave. Je vous ai dit, lorsque le sang coule, c'est extrêmement grave. Et c'est qu'il y a eu certainement des manquements, probablement un échec quelque part, mais la République est en marche. Lorsque la Constitution a décidé de la décentralisation, lorsque les lois ont décidé de ci, de ça, il fallait un temps, il fallait des moyens, il fallait. Mais tout ça ne peut pas se faire aussi rapidement que vous pensez. Pendant tout ce temps, est-ce qu'on est resté sans rien faire? Je réponds que on n'est pas resté mieux faire, sans rien faire. Plus vite faire. Mais vous savez, avec des si, on peut mettre Paris en bouteille, comme on dit. Donc je ne veux pas me mettre à faire de la politique fiction, à me donner des hypothèses. Vous étiez le relais, je l'ai dit, du gouvernement avec l'Assemblée nationale. Comment peut-on expliquer qu'une telle question, au regard de l'ampleur, n'ait pas véritablement eu un espace de débat dans les institutions parlementaires? Le SDF a souvent voulu mettre la question sur la table, mais le débat ne s'est véritablement pas fait. Comment vous pouvez dire qu'il a voulu mettre le débat sur la table? Le débat sur la décentralisation était clos dès lors qu'on avait décidé qu'on décentralise. Maintenant, il fallait le mettre en œuvre. Et les lois ont commencé à être faites, elles continuent. Parce que la décentralisation, c'est tout un processus. Il est mis en marche. Le président a pris des dispositions pour l'accélérer et il se poursuit. Alors, on ne va pas revenir sur si on avait. À l'heure d'aujourd'hui, le processus est sur les rails. Il est bien mis sur les rails. Je ne sais pas, parmi tout ce qui a été créé ces 2 ou 3 dernières années, s'il y a quelque chose à contester. Mais le processus est en marche et il évolue. Puisque nous sommes à la recherche des voies de sortie, parmi les propositions qui ont été faites, il y a eu la All Anglophone General Conference, proposée par la tête de proue, le cardinal Christian Toumi, en même temps qu'un certain nombre d'autres ministres des différentes confessions religieuses. Mais le gouvernement y a donné un cas de non-recevoir. Vous dites, qu'est-ce qui coince véritablement? Je ne sais pas si c'est ça la solution. Parce que si c'était ça la solution, peut-être qu'on l'aurait déjà adopté. Peut-être une table ronde pour trouver des solutions. Il y a je vous ai dit tout à l'heure que tout le monde essaie de trouver des solutions. Y compris ceux que vous avez cités, que je connais bien. Moi, je connais le cardinal Toumi, qui a été pendant longtemps mon évêque. C'est quelqu'un que je fréquente, avec qui j'échange. Mais vous savez aussi que l'option de la décentralisation est une option forte, qui est une option constitutionnelle. Bon, je ne sais pas si le cardinal Toumi a changé d'avis, je ne l'ai pas vu depuis quelques mois, mais s'il continue à être un fervent défenseur du fédéralisme, ça veut dire qu'il veut qu'on change la Constitution. Donc vous tranchez le débat. Aujourd'hui, vous dites non, je ne la tranche réponse pas. politique. Nous sommes en train d'échanger. À la question est la décentralisation. Mais c'est le respect des lois veut que la solution qu'on est en train de mettre en œuvre aujourd'hui, c'est la décentralisation. Et cette décentralisation, elle répond à des besoins auxquels plusieurs des contestataires avaient, à la solution que plusieurs des contestataires avaient proposée, d'une part. D'autre part, toutes ces solutions, il faut tenir compte de l'économie et du financement de toutes ces solutions qui vont se faire. Le Cameroun est-il capable aujourd'hui d'avoir un président, 10 chefs de gouvernement de 10 régions, mais même ceux qui veulent ramener ces États à 2 ou à 4,
est-on capable? Mais en 72, supporter lorsque tout justement cela. les partis du fédéralisme, la question se Je ne posait sais pas déjà. si vous savez combien d'habitants on était au Cameroun en 72. Je veux dire que la question de la charge gouvernementale, ou alors la prise en charge de toutes ces institutions se posait déjà. Ben, elle se posait déjà, effectivement. La prise en charge, elle était assez lourde à l'époque. Et aujourd'hui, que nous sommes à près de 25 millions d'habitants, elle se pose encore plus. Alors, l'expérience de la résolution des conflits ici ou ailleurs, euh, pardon, nous a plus d'une fois démontré que, quelle que soit la ténacité de ce qu'on voit sur le terrain en termes d'adversité, de guerre, de lutte, il y a toujours quand même des négociations, ou du moins les échanges ne sont pas totalement rompus entre les différentes parties. Peut-on croire aujourd'hui que le Cameroun discute, même de façon discrète et informelle? Les échanges ne sont jamais rompus au Cameroun. Les échanges ne sont jamais rompus. Vous discutez avec des sécessionnistes de façon informelle? Il faut savoir que il y a le monde visible et il y a le monde invisible. Et il faut savoir que les décisions, les grandes décisions qui sont prises ne sont pas toujours l'objet rien que des choses visibles. Vous savez, beaucoup de gens nous critiquent, beaucoup de gens veulent se mêler de nos affaires, mais regardez ce qui se passe à l'Union européenne. Ils sont une trentaine de pays, mais ils ont une quarantaine de conflits séparatistes. Une quarantaine. Il y a eu la guerre de sécession aux États-Unis. Il y a eu sécession ou pas? Jamais. Jamais. Mais on veut venir nous apprendre à faire la démocratie en créant des États. Mais je voudrais tout simplement dire sur ce plan que ne pensons pas, surtout pas, que rien ne se fait. Il se fait beaucoup de choses. Il y a des échanges qui se font. Et c'est normal, les échanges doivent se faire. Nous ne sommes plus dans les années, au début des années 90, où un député du RDPC à l'Assemblée nationale ne disait pas bonjour à un député du SDF. C'était infect. À l'époque où j'étais ministre chargé des relations avec les assemblées, on est sorti de là, on en est sorti et on cherche tous la solution, on voudrait avancer. Entre autres solutions proposées notamment par les partis de l'opposition pour apaiser un peu la situation, c'est la libération du gouvernement fictif de l'Ambazonie avec Seseko Ayoktabe et la libération de tous les prisonniers liés à l'affaire du MRC. Ne pensez-vous pas que cette proposition pourrait, si elle est mise en œuvre, détendre l'atmosphère? Toutes les solutions que les gens proposent, on pense qu'elles seront bonnes. Non. Je crois qu'il faut être conséquent. Il y a des instances qui fonctionnent. Il faut que ces instances fonctionnent. La libération ne peut pas se faire. Il ne faut pas vous laisser charmer par le populisme qui se fait. Tout le monde peut venir crier, libérer Camto, libérer les prisonniers, libérer tout le monde. Il ne faut pas se laisser charmer par ce populisme-là. Les gens ont été arrêtés. Ont-ils été arrêtés pour des motifs? Oui. S'ils ont été arrêtés pour des motifs condamnables, ils sont condamnés. S'ils peuvent être libérés, ils seront libérés. La justice va faire son travail. Et même s'ils sont condamnés, ils ont des voies de recours qui peuvent aller jusqu'à la grâce présidentielle, vous savez ça. Laissons les institutions fonctionner. En ce qui concerne ce regain de populisme que je vois certains partis de l'opposition faire, la République n'est pas par terre, la République a des lois, la République a des règles que nous devons respecter. Vous pensez que, compte tenu de cette tension qui semble perceptible, le président pourrait procéder par un arrêt de poursuite? Moi, je n'en sais rien. Moi, je suis pas un conseiller du président en la matière. Il y a des conseillers qui vont peut-être lui donner tous les conseils qu'ils peuvent donner. Le parti
lui donne même, quand il le faut, son point de vue. Mais le président devra prendre sa décision en son âme et conscience lorsqu'il devra la prendre. Mais il est préoccupé, il a eu l'occasion de nous le démontrer à travers ses messages, à travers ses prises de parole. Il est très préoccupé par ce qui se passe au Cameroun. Il nous invite à notre patriotisme parce que, comme il dit, nous n'avons qu'une patrie, nous devons la défendre, il ne faut pas qu'elle se détériore. Et nous ne pouvons pas avoir fait tout ce travail pour bâtir une démocratie, pour ensuite aller contre cette démocratie et aller contre les règles que nous avons mises en place, c'est aller contre cette démocratie. International Crisis Group, dans son rapport le plus récent, dresse une forme de tableau. Hein. Je vais peut-être m'en inspirer pour sortir quelques chiffres. 1850 morts, sans compter les assassinats, 530 000 déplacés internes, quelques dizaines de milliers de réfugiés, près de 170 localités rasées ou incendiées, quelques dizaines de milliards de pertes. Avez-vous des chiffres qui sont autour de... Pour ne pas demander si vous les confirmez ou si vous les infirmez. Hein. Je ne les infirme pas, je ne les confirme pas. Il y a eu des morts. Et moi, je vous dis, un mort, c'est un mort de trop. D'accord. Hein? Donc, moi, je sais qu'il y a eu des déplacés. Figurez-vous, moi, je suis originaire et j'ai l'occasion d'y aller de temps en temps, d'une petite ville comme Gomdjab. Quand il arrive des habitants de Bamenda, de Bouéa, qui viennent s'installer là-bas, en quelques mois, des dizaines, c'est qu'il y a un problème. On le sait tous. Donc, il ne faut pas croire que le rapport que vous êtes en train d'éplucher, c'est lui qui va nous faire comprendre qu'il y a problème. Il y a problème, on le sait, on le vit parfois même dans nos chairs, parce que nous avons des parents dans ces villes. Moi, j'ai un petit neveu qu'on a arrêté en même temps que le petit frère de Fundi. Donc, on connaît, on vit ça dans nos chairs, on sait qu'il y a problème. Donc, l'opposition fait du populisme, les organisations internationales que vous citez veulent faire du populisme, ils veulent nous donner des leçons. Je viens de vous dire, là, c'est pas moi qui pose des questions ici, mais c'est pas une question. Une quarantaine de conflits en Europe, mais lequel a été réglé. Si nous on en parle, ça va être la levée de bouclier. Donc on sait qu'il y a un problème, nous sommes en train de le régler. Nous ne pouvons pas régler ces problèmes sans tenir compte de notre contexte politique, sans tenir compte des acteurs politiques en présence, sans tenir compte de nos réalités sociales au Cameroun. À partir de là, quelles sont les concessions supplémentaires, concessions politiques peut-être, autres supplémentaires que le gouvernement est-il encore prêt à faire? Je ne sais pas si le gouvernement n'a pas fait déjà beaucoup de concessions. Et comme je ne sais pas ce que vous mettez dans le mot concession, je crois que le gouvernement a veillé à ce que les gens se comportent comme des citoyens, mais se sont comportés comme autre chose que des bons citoyens. Et aujourd'hui, ils sont entre les mains de la justice. Laissez-les assumer. Mais ils ne veulent pas assumer. C'est ça qui est mauvais. Et ça ne doit pas entrer dans notre culture. Ça ne doit pas entrer dans nos habitudes. Il faut que les Camerounais, les citoyens camerounais, apprennent à poser des actes qu'ils vont assumer. Faut-il un médiateur international dans cette histoire? Je ne suis pas sûr qu'il faille un médiateur international. Je regrette seulement que on a vu que les gens étaient un peu complaisants, même quand ils viennent de l'international. Je vous ai évoqué cette prise de position du Parlement européen que j'estime malheureuse, d'autant plus impardonnable qu'ils ont une représentation au Cameroun. Cette représentation aurait pu leur donner les bonnes informations. Donc, cette représentation a cru qu'elle ne devait peut-être pas leur donner la bonne information, j'en suis convaincu. Donc,
je crois qu'il faut éviter de tomber dans les pièges de la complaisance ou du populisme. C'est des problèmes qui doivent trouver des solutions et ces solutions doivent être des solutions solides, des solutions durables. Quelles sont les conséquences des résolutions de la position du Parlement européen sur cette question-là? Oh, je ne crois pas qu'il y ait des conséquences spéciales. Hein. Je sais pas. Moi, l'affaire est entre les mains de la justice, comme vous savez. Je ne suis pas sûr que ça puisse nécessairement avoir une influence particulière. Mais pour moi, la conséquence est déjà de nous permettre de voir quelle est la perception qu'ils ont du Cameroun et, si possible, les actions gouvernementales à mener pour remettre les choses à leur place, leur donner la bonne perception de nos actions. Il y a déjà le communiqué du porte-parole du gouvernement, le ministre René Sadi, qui a mis un certain nombre de choses au clair. Il y a eu la prise de parole du secrétaire général du RDPC et d'autres Camerounais. Mais je vous dis, c'est anormal que là où les gens se sont battus pour qu'il n'y ait pas de sécession, là où les gens se sont battus pour qu'il n'y ait pas de séparatisme, ces gens viennent nous dire aujourd'hui, nous, on doit être séparatistes à un moment où les États cherchent à se regrouper pour être plus forts. Là, à un moment où les États cherchent à être plus grands pour se battre pour le développement, on veut nous proposer des solutions qui vont nous affaiblir et permettre que nos États soient encore plus exploités que lors de la période coloniale. Un ballet diplomatique observé, hein, un ballet diplomatique très impressionnant d'ailleurs entre nos partenaires européens, américains, asiatiques, européens de l'Est, mais aussi les Nations Unies. Y a-t-il risque que cette affaire se retrouve sur la table du Conseil de sécurité? Mais on n'a pas peur que moi, je crois qu'on n'a pas peur que l'affaire se retrouve n'importe où. Le Conseil de sécurité, c'est une instance des Nations Unies où il y a des gens qui réfléchissent, il y a des gens qui étudient les problèmes et il y a des gens qui prennent des décisions. Avez-vous peur d'une intervention sur le Cameroun? Moi, je n'ai pas peur, pas du tout. Le Cameroun a tous les arguments qu'il faut. Et puis ce ballet, moi, je crois qu'il est quelque part très bénéfique parce que les gens voient, ils viennent constater, ils viennent toucher du doigt ce qui se passe et non pas ce qu'on leur a raconté. Ils viennent, ils rencontrent tous les acteurs de la politique, ils rencontrent les acteurs du monde économique, ils rencontrent les acteurs sociaux, ils vont se faire une idée et tout ce qu'ils peuvent dire peut être vérifié. Donc moi, ça ne me fait pas peur, au contraire, je milite pour plus de transparence dans les affaires. Je ne peux pas avoir peur parce que je sais ce qui se passe. Et au contraire, moi je dis, il vaut mieux que les gens viennent voir. Rona, il nous reste une quinzaine de minutes. On va sortir de ces questions pour aborder quelques-unes d'autres, peut-être médiatiques. Quand vous regardez l'ambiance, cette floraison des médias au Cameroun, cette diversité de tons, d'expressions, souvent pas toujours gentil vis-à-vis de vous, peut-être pas l'homme, mais... même de moi, puisqu'on m'a attribué un petit déjeuner de 36 000. Vous dites que nous sommes dans une démocratie vivante quand vous observez tout ça? Bien, écoutez, moi je dis tout simplement que nous avons la chance de vivre tout ça. Pourquoi nous avons la chance? Parce que nous avons vécu autre chose. Nous avons vécu une époque où on ne pouvait même pas réfléchir. Vous imaginez, vous pouvez être dans votre chambre seul et réfléchir
savez, on avait supprimé l'enseignement de la sociologie et de la philosophie à l'université, à l'époque. Donc il ne fallait même pas se poser des questions. Et quand je vois ça, je dis oui, nous avons souhaité la liberté, nous l'avons, mais nous n'arrivons pas encore à bien la gérer. Alors, lorsque je dis le SMIC est à 36 000, ce n'est pas moi qui l'ai fixé. Lorsqu'on me demande, est-ce qu'on peut vivre avec le SMIC? Mais je dis, on vit avec le SMIC. Personne n'est mort parce qu'il gagnait le SMIC. Mais ça ne veut pas dire du tout que c'est bien de s'en tenir à ça. Au contraire, nous nous battons pour améliorer tout ça. Mais il y a une dose de mauvaise foi dans ces médias qui est horrible. Il y a une dose horrible dans les médias. Et en plus, les médias sociaux, qui sont une très bonne chose. Moi, j'encourage l'utilisation des médias sociaux. Mais je demande à cette communauté internationale qui veut nous donner des leçons de se mobiliser pour une bonne utilisation des médias en général et des médias sociaux en particulier. Il faut se mobiliser pour cela, pour que les gens aient la formation, le renforcement des capacités, l'arsenal juridique, l'arsenal législatif pour protéger les citoyens. C'est de ça qu'il s'agit. Donc moi, je suis très heureux de vivre ça. On ne le vit pas toujours bien, parce qu'on n'est pas habitué. Parfois, on est atteint dans ces derniers retranchements. On vous attaque sur des choses qui ne sont pas... sur lesquelles on ne devrait pas vous attaquer. Mais c'est une transition qui, j'espère, va bien se terminer par une bonne utilisation des médias, parce que l'homme a besoin d'être de plus en plus libre, mais il faut qu'il sache utiliser cette liberté pour le développement de notre monde. La parole libérée sur les réseaux sociaux influence-t-elle les décisions des gouvernants? Ben écoutez, moi je crois que les influencer, ça dépend négativement, positivement, mais nous devons tenir compte de ce que les gens disent. Parce que ce qu'ils disent est leur perception de notre action. Donc, si notre action n'est pas ce qu'ils disent, il faut qu'on leur fasse bien comprendre pour qu'ils perçoivent mieux l'action du gouvernement. Donc, on ne peut pas dire que les médias sociaux n'influencent pas. Je pense que nous avons intérêt à utiliser les médias sociaux, mais il faut aussi savoir que celui qui utilise, qui nous parle à travers les médias sociaux, jusqu'à présent, il s'est caché derrière un pseudonyme, derrière un faux profil, mais il va falloir que les gens assument ce qu'ils disent. Parce que c'est trop facile d'aller à la critique pour la critique et de ne pas pouvoir assumer ce qu'on dit. Un autre volet qu'on observe effectivement ces dernières semaines, la fuite des documents administratifs. N'est-ce pas une faiblesse, une fébrilité de l'administration? Je crois que ce n'est pas une faiblesse de l'administration, mais c'est une faiblesse de certains fonctionnaires de l'administration. Quand vous regardez les textes de notre administration, tels qu'ils ont été conçus, moi j'ai toujours beaucoup d'administration pour ces hauts fonctionnaires qui sont passés bien longtemps avant nous. L'organisation administrative de notre administration est telle que on ne devrait pas avoir tout ça. Mais comme il y a des fonctionnaires qui sont mécontents ou qui veulent affaiblir notre administration, ils organisent ce genre de fuite. C'est regrettable, moi je le condamne. Et souvent, on n'a pas toujours grand-chose à cacher, mais il y a quand même des inquiétudes dès lors que ça touche le domaine de la sécurité nationale. Ça devient pire que de l'inconscience de ces fonctionnaires qui font diffuser ces documents.
Et je pense que le gouvernement va prendre des mesures très très sévères et je crois que ce sera une bonne chose que ces mesures sévères soient prises. Encore 3 ou 4 questions. Petite digression cette fois-là. Le débat sur la suppression de l'ENA, proposé par Emmanuel Macron en France, vous inspire-t-il une remise en cause de l'ENAM au Cameroun? Personnellement, je crois que la situation de la France, je dirais que je la connais mal. Mais je sais qu'il y a un candidat à l'élection présidentielle au Cameroun qui proposait la suppression de l'ENA. Donc c'est quelque chose qui est dans le débat. C'est quelque chose qui est dans le débat, donc c'est quelque chose, on peut dire, d'actualité. Je pourrais donc me permettre de dire tout simplement que l'ENAM au Cameroun est une grande école qui a pour objectif de former les hauts commis de l'État. Et il ne me semble pas pensable qu'on la supprime. Mais je crois qu'il y a des améliorations importantes qu'il convient d'apporter à l'ENAM. Parce que j'ai eu l'occasion de travailler, moi je suis un produit du privé, vous ne l'avez peut-être pas dit, moi je suis un pur produit du secteur privé. J'ai eu l'occasion de travailler avec les administrateurs depuis plus d'une dizaine d'années. Je crois qu'il y a des choses qui manquent dans les programmes de l'ENAM. Et une des choses que je m'évertue un peu à proposer, c'est qu'il est peut-être souhaitable que les jeunes qui sortent de l'ENAM fassent un stage d'au moins 1 an dans le secteur privé, parce que les fonctionnaires n'ont pas encore bien compris que c'est le secteur privé qui crée les emplois et que l'État doit jouer un rôle moteur important. Je crois qu'il y a des choses qu'on peut améliorer à l'ENAM et une des choses, c'est que l'ENAM doit devenir véritablement une école de l'excellence. C'est-à-dire que les meilleurs de ce pays devraient être au niveau du bac ou au niveau de la licence. C'est les meilleurs qui devraient entrer à l'ENAM. Quand on est ministre, agit-on en pensant à l'opération Épervier? Forcément. Moi, j'ai eu l'occasion de l'écrire dans un article que on est forcément, quand on a vu le nombre de ministres qui ont été arrêtés, une fois qu'ils ont quitté leur poste de ministre, lorsqu'ils ont eu des contrôles, on est forcément appelé, on y pense, et on y pense même beaucoup. Et je crois que c'est un peu normal. C'est un peu normal qu'on y pense. On est là pour servir et on ne doit jamais être là pour se servir. Mais l'organisation de notre administration est telle que les risques de dérapage en matière de gestion financière sont quand même importants. Et c'est pour ça qu'il faut faire de plus en plus attention. Donc vous dites que beaucoup sont davantage tombés sous le coup de la mauvaise structuration des méthodes, de modes de gestion, qu'une volonté personnelle de s'enrichir? Non, je ne dis pas ça. Okay. Je ne dis pas ça du tout. Pas ça du tout. Mais je voudrais que vous voyez, par exemple, il y a certains qui ont été accusés. Je vais donner un ordre de grandeur. Hein. D'accord. Je ne parle de personne en particulier, mais on a vu ça. Certains ont été accusés, par exemple, à un moment donné, d'être responsables de détournement de 10 milliards. Et à la fin des enquêtes, on a trouvé qu'il s'agissait de 50 ou de 100 ou de 150 millions. Donc, vous voyez un peu, ça veut dire que
les choses parfois n'ont pas toujours, ont failli discréditer cette opération. Or, pour reprendre le terme opération Épervier, c'est une opération qui doit se faire, c'est une opération qui permet à notre entreprise, à notre administration, de se mettre vraiment au pas de la bonne gestion et de la bonne gouvernance. Mais n'empêche qu'au fil du temps, les responsables sont arrêtés, ils vont en prison, mais on a le sentiment que ça ne décourage pas ceux qui restent en activité. On a l'impression que les interpellations des uns et des autres, puisqu'il y en a toujours derrière, ne désamorcent pas. Est-ce que c'est une opération finalement telle qu'elle est menée efficace dans le sens de la sensibilisation, dans le sens de la correction même des écarts? Vous voulez dire qu'il faut abandonner ça? Je ne serai pas d'accord avec vous, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous sommes des hommes et le président Biya a pris le soin, lorsqu'il est venu aux affaires, c'est quelqu'un qui connaissait bien notre administration. Vous savez qu'il avait occupé un certain nombre de postes avant de devenir chef de l'État. Absolument. Il connaissait bien notre administration. Il savait tous les risques qu'il y avait. Donc je crois qu'il a d'abord procédé pédagogiquement par la prévention. Il a dénoncé ça dès le départ, dès le premier jour, on dirait. Il a pris le temps de prévenir, de prévenir, de prévenir, de prévenir. Rappelez-vous de l'interpellation en plein congrès de sa chapelle politique au RDPC, lorsqu'il interpelle les indélicats au col blanc. Rappelez-vous de tous ces discours où il a repris. Donc il a prévenu, et les services du contrôle se sont mis au travail. Je pense qu'il ne s'agit pas d'arrêter, il s'agit de continuer. Les gens qui voudront écouter ou qui voudront apprendre, apprendront. Moi, j'ai regretté, parmi ceux qu'on a arrêtés, j'ai des amis, j'ai des frères, j'ai des camarades avec qui j'ai souvent travaillé, ça fait mal. Mais on ne sait pas toujours ce que les uns et les autres font hors de la lumière. Mais si la justice a bien fait son travail, tirons le chapeau à la justice. Si nous qui sommes encore dehors, nous essayons d'écouter et de faire mieux, c'est tant mieux. Mais nous sommes tous des cibles, des potentiels, moi-même en tête. Donc, il faut savoir que... Quand on est ministre dans cet environnement-là, en dehors du sommeil, point fermé? Je n'ai pas posé la question à mes collègues, mais moi je dors normalement. Alors, je dors normalement. Sans plus. Sans plus. Du coq à l'âne. Vice-ministre de la République, secrétaire général adjoint du comité central du RDPC, vice-président du comité national olympique et sportif du Cameroun. Grégoire, on en a-t-il pas mal aux épaules? J'allais dire pas encore, pas encore. J'essaie de m'organiser pour assumer. J'essaie de travailler. Et puis, on est dans un domaine où vous ne pouvez pas vous juger. C'est les autres qui vous jugent. Et c'est le président de la République qui apprécie, sur la base de ce que le Premier ministre peut lui dire. Si le Premier ministre veulent me maintenir au gouvernement plus longtemps, et si je peux encore travailler, je pourrais y rester, mais c'est les autres qui apprécient. C'est la même chose au comité central, c'est la même chose au comité olympique où je suis le vice-président de M. Kalkaba qui m'associe quand
il doit m'associer, je fais ce qu'il me demande de faire. Est-ce que vous ne comprenez pas ces voix qui crient pour le dénoncer, ce cumul? Oui, moi je vois des voix qui crient pour dénoncer ce cumul, mais si on leur disait d'aller être vice-président gratuitement, comme je le fais, je ne suis pas sûr qu'ils accepteraient. Hein. Il y a des fonctions qu'on assume sans aucun salaire. Alors si ils veulent, si c'est des fonctions électives, ils peuvent les occuper. Si c'est des fonctions nominatives, qui se fassent connaître auprès de ceux qui les nomment et qui les choisissent. Je ne vais pas refuser d'être choisi. Puisqu'on parle du Comité national olympique et sportif, il y a cette question relative à la situation de la Fédération camerounaise de football, qui, comme vous le savez, a déjà vu son processus électoral remis en cause par la FIFA plus d'une fois. Mais on a surtout observé, avec les nouvelles lois, cette réforme au niveau de la Chambre de conciliation et d'arbitrage. N'est-ce pas la volonté de, je ne vais pas dire museler, mais de restreindre le pouvoir d'indépendance, de jugeote libre de cette instance-là qui, par ailleurs, avait montré avant sa capacité quand même à travailler sereinement? Non, je ne veux pas qu'on revienne sur tous ces sujets qui fâchent et qui divisent. Je crois qu'on a évolué. On a évolué vers quelque chose qui, au plan international, est reconnu. Je crois qu'on va expérimenter tout cela, mais on ne veut museler personne puisqu'ils ont toujours droit à la parole au niveau de la FECAFOOT. Ils viennent à la Chambre et après la Chambre, ils peuvent aller au TAS. Donc personne n'est muselé. Au contraire, il y a des possibilités de se faire justice de plus en plus ouvertes. Grégoire Ronan, je vous dis sincèrement merci, Monsieur le ministre. Ben, c'est moi qui vous remercie de nous avoir invités au lendemain de la fête du travail, parce que c'était ça, comme vous disiez vous-même, le prétexte de m'avoir. On n'a pas que parlé du travail, mais je souhaite que les travailleurs du Cameroun redoublent encore d'ardeur parce qu'il y a des évolutions positives et qu'aux prochaines négociations du SMIC, qu'on puisse remonter. Mais ce qui est important à retenir, c'est que les entreprises doivent de plus en plus et de mieux en mieux payer les travailleurs et respecter les règles du travail décent. Voilà, monsieur, merci. Nous étions avec le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, secrétaire général adjoint du comité central du RDPC, vice-président national du comité, vice-président du comité national olympique et sportif du Cameroun. Bonsoir et à jeudi prochain pour une autre édition de l'entretien avec.